Alors on va continuer, non plus avec des groupes d'œuvres, mais avec des artistes. Pour les 2 dernières communications, d'abord, Sophie Caron, qui est conservatrice au département des peintures, va nous parler de l'atelier du peintre Jean Changenet à Avignon. Une nouvelle découverte là aussi. Alors, est-ce qu'on m'entend ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour à toutes et à tous. En effet, je vais consacrer cette présentation à vous faire découvrir un peintre qui s'appelle Jean Changenet et qui était à la fin du XVe siècle à la tête du plus important atelier d'Avignon. Cet atelier était spécialisé, même s'il ne faisait pas que cela, dans la confection de retables en bois en forme de polyptyques, retables monumentaux, polyptyques donc composés de plusieurs panneaux, chevillés entre eux par des charnières fixes ou mobiles, et retables qui surmontaient, c'est leur fonction dévotionnelle, les autels dans les églises. Donc, on connaît l'existence de ce peintre, Jean Changenet, et l'existence de son atelier seulement par les sources écrites contemporaines de son activité pendant une dizaine d'années, de 1484 à 1494, car Changenet, on le sait, meurt au tout début de l'année 1495. Ces sources écrites nous renseignent sur le contexte de création des œuvres au sens strict du terme, j'allais dire, c'est-à-dire un commanditaire, une date de commande, une destination, mais aussi elles nous permettent de comprendre de manière un peu plus large la place que pouvait occuper son atelier dans le paysage artistique avignonnais. Vous voyez ici une carte ancienne d'Avignon qui a été aménagée par les soins d'Eliott Adam, qui est historien de l'art et mon associé dans ses recherches, et aussi mon co-auteur dans un livre à paraître au début de l'année 2021 consacré à Changenet, coédité par le Louvre. Vous voyez sur cette carte, je pense, les petits points rouges qui désignent la rue de la Miraillerie où se trouvait l'atelier du peintre Jean Changenet, probablement dès son arrivée à Avignon au début des années 1480. En bleu, en violet, vous voyez tous les lieux d'Avignon où on sait que se trouvaient des œuvres réalisées par l'atelier de Changenet. Donc il y a une sorte de maillage assez important de la ville par ces retables, dont certains très monumentaux. Pour revenir à la rue de la Miraillerie, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que dans cette rue vivaient aussi d'autres peintres spécialisés en peinture sur panneau, notamment Jean Grassi, qui est un de ses voisins et qui va reprendre à la mort de Changenet son atelier. Reprendre son atelier, ça veut dire reprendre la boutique, reprendre la clientèle, le fonds d'atelier, mais également, on y reviendra, les commandes inachevées. Autour de la rue de la Miraillerie vivent aussi des peintres verriers, mais également des menuisiers, qui sont les collaborateurs les plus naturels de ces peintres de retables. Et il y a une telle densité de peintres et d'associés qu'on a pu parler de quartier des peintres. Et la place centrale qu'occupait l'atelier de Changenet dans ce quartier reflète bien son importance dans la communauté des peintres d'Avignon à la fin du XVe siècle. Je peux dire aussi qu'il était bail, c'est-à-dire représentant auprès du municipal, dirigeant de la confrérie des peintres en 1492. Or, 1492, c'est notre première mention de l'existence de cette confrérie à Avignon. On peut donc supposer qu'elle a été créée à ce moment-là et que Changenet a participé à cet effort de structuration de la communauté des peintres à Avignon en cette fin du XVe siècle. Pour montrer aussi, enfin, ce que nous permettent de voir aussi les sources écrites, c'est que Changenet est à de très nombreuses reprises sollicité par ses confrères, par exemple, pour signer leur testament. Un autre cercle d'appartenance permet de cerner l'activité de Jean Changenet, c'est celui des Bourguignons en Provence. En effet, Jean Changenet est originaire de Dijon, où sa famille continue d'entretenir un atelier de peintre très actif et très apprécié. Alors, lorsqu'il arrive à Avignon, on le sait, Jean est accueilli lui-même par des Bourguignons, comme le montrent un certain nombre de contrats. Ce sont des contrats qu'on appelle des prix faits, c'est-à-dire qu'ils sont passés devant notable entre d'une part un commanditaire, d'autre part un peintre. Et dans un certain nombre de ces contrats, eh bien, on voit qu'il y a des garants qui sont bourguignons et qui attestent, parce que Jean est probablement un peu nouveau dans cette région, qui attestent que Jean Changenet honorera effectivement cette commande.
Donc il y a des peintres bourguignons, mais également d'autres bourguignons, par exemple un épicier, Étienne Damian, que l'on retrouve à plusieurs reprises, et notamment à la mort de Changenay. Il fait partie du groupe de personnes qui statuent sur le devenir de la boutique, et on peut voir par ces retours de personnalités que l'on croise à plusieurs reprises dans différents contextes, qu'on arrive à accéder à un monde qui n'est pas seulement le monde professionnel de Changenay, mais presque son monde privé, voire, on peut dire, pour le cas d'Étienne Damian, on serait tenté de dire amical. Pour revenir sur ces liens avec la Bourgogne, on sait qu'à son tour, Changenay accueille un certain nombre d'apprentis et d'élèves bourguignons, par exemple Antoine Dumont, qui vient de Dijon, où son père, Adam Dumont, était lui-même peintre et collaborateur du père de Changenay. Enfin, cela nous permet, cette compréhension des logiques de solidarité communautaire nous donne au moins un des facteurs pour comprendre l'existence d'une commande un peu particulière, celle d'un petit retable pour une somme très modique, 37 florins, d'autant plus que dans cette somme était aussi compris le transport et l'installation du retable. 37 florins donc pour un retable peint pour Antoine et Jean Bourguignon, qui étaient deux frères installés à Sceaux, un fief mouvant du comtat vénessin, assez éloigné d'Avignon, et qui donc avaient sollicité Changenay pour un retable. Pour terminer cette première partie, je dirais aussi que la rue de la Miraillerie est située sur le territoire de la puissante paroisse Saint-Agricole, ce qui n'est pas anodin puisque c'est aussi la paroisse, c'est aussi le territoire où vivent beaucoup des commanditaires les plus importants de Changenay. Et comprendre un contexte de création, il me semble aussi que cela peut impliquer le fait de cerner le mieux possible la physionomie de la clientèle d'un peintre. Changenay, ces commanditaires sont assez intéressants. Ils font majoritairement partie d'une oligarchie assez nouvelle à Avignon, enfin depuis le milieu du siècle, le milieu du XVe siècle. Ce sont les gens de loi qui ont la main mise sur les charges municipales à Avignon d'ailleurs comme ailleurs à la fin du XVe siècle, qui s'échangent ces charges municipales. Donc là, il nous faut un petit peu sortir des archives spécifiques aux peintres. Parce que si l'on voit par exemple les archives juridiques qui ont été publiées par la bande, eh bien on retrouve ces commanditaires impliqués dans un certain nombre d'autres activités et l'on comprend mieux leurs ramifications, leurs liens, les réseaux familiaux qui le forment entre eux, et les réseaux professionnels qu'ils forment entre eux. Faire appel à Changenay pour réaliser des retables qui souvent portaient leurs armes et parfois leurs portraits, c'est installer dans l'espace public que constituent les églises de la ville des œuvres monumentales qui sont les signes de cette appartenance identitaire à cette élite locale. En effet, l'importance de Changenay, on le voit progressivement, est considérable à l'échelle avignonnaise, mais elle ne dépasse pas beaucoup ses frontières. Les prix faits, donc ce type de document dont j'ai parlé, qui me sert beaucoup, nous servent aussi parce qu'ils donnent le prix des retables commandés et leurs dimensions. Changenay peint des retables qui peuvent coûter jusqu'à 300 florins. Pour 300 florins, souvent il prend en charge aussi la menuiserie, mais ce sont des sommes très conséquentes. Et peu de peintres à Avignon à cette période peuvent se flatter de recevoir des sommes aussi conséquentes pour leur création. Il faut dire que les retables de Changenay, j'ai dit plusieurs fois qu'ils étaient monumentaux, en effet, ils peuvent atteindre 4 mètres de haut et certains 3 mètres de large. Alors, beaucoup de contrats, sans doute, sont perdus, beaucoup n'ont probablement pas encore été dépouillés, mais on arrive à voir quand même que son atelier a la capacité, et sans doute appréciable pour ses commanditaires, d'honorer plusieurs de ses ambitieuses commandes en même temps et en peu de temps, ce que nous permettent de connaître les quittances, c'est-à-dire les reçus pour travaux faits, qui sont parfois conservés. Donc à partir de tous ces documents, on arrive à esquisser quand même quelques traits de la physionomie de l'atelier Changenay. On voit que c'est un atelier à l'efficacité éprouvée, grâce à un nombre relativement élevé d'apprentis et probablement de compagnons, dirigé par un peintre qui est le favori de l'élite en place et qui occupe un rôle central, non seulement dans la communauté bourguignonne, mais aussi dans la communauté des peintres. Enfin, Changenay épouse la fille d'un marchand qui s'appelle Henriette Henrici et il reçoit la dot confortable de 150 florins. Ce faisant, il sort par cette alliance du monde des artisans pour accéder à celui des marchands. Alors, il ne faudrait certes pas exagérer une imperméabilité des classes, néanmoins, cela est peu courant de ce qu'on a pu voir et cela
peut confirmer le statut exceptionnel dont jouissait Changenay, l'importance de son atelier et, j'allais dire, ce sera ma deuxième partie, peut-être la personnalité exceptionnelle qui était la sienne, vu les marques de prestige que nous laissent deviner les documents. En effet, ce panorama que je viens de vous esquisser avait déjà été bien sûr commencé par Charles Sterling, qui est le grand historien des primitifs français et conservateur au Louvre. Mais son enjeu était un peu différent, puisque pour Sterling, il s'agissait de cerner l'ultime élément permettant de dire le contexte de création, la personnalité du peintre. Non pas tant sa personnalité sociale, ce que je viens de vous montrer, mais sa personnalité artistique. Il s'agissait pour Sterling de faire surgir des documents, les critères, à partir desquels on pourrait associer à ce nom un corpus d'œuvres. Il s'agissait de tenter de dire ce à quoi l'art de Changenay devait pouvoir ressembler, ce qui est autrement plus ambitieux. Il s'appuie ainsi sur l'un des documents les plus éloquents de ce corpus, un testament de Jean Chabert, seigneur de Barbentane. Jean Chabert, dans ce document, demande à ses exécuteurs testamentaires de confier l'exécution d'un retable au, je cite en français, le meilleur, le plus ingénieux peintre d'Avignon. Et c'est de là que part Sterling. Sterling isole ce critère superlatif, ce critère qui est en soi sans contenu, mais qui signale un talent exceptionnel, car ce n'est pas une formule toute faite qu'on le retrouve dans tous les documents. Sterling remarque par ailleurs qu'on demande à Changenay de peindre un paysage topographique dans un des documents. Dans d'autres contrats, on lui demande d'exécuter les portraits des commanditaires, les portraits les plus convaincants possibles. Bien sûr, Sterling n'ignore pas que Changenay est originaire de Bourgogne, et donc il ajoute à ces critères que je viens de vous dire, ces critères de savoir-faire, capacité à faire des portraits, capacité à faire des paysages, des critères de type stylistique. Il faut que ces œuvres montrent une formation bourguignonne et, dans une certaine mesure, une allégeance provençale, au sens où les commanditaires sont provençaux. Il propose ici, et je passe enfin aux œuvres, j'ai un petit suspense, Sterling propose donc d'associer à ce nom les œuvres que je vais vous montrer maintenant, les 3 prophètes pour commencer, qui sont conservées au musée du Louvre. Il propose d'associer ce panneau notamment, entre autres, pour le souvenir bourguignon que l'on perçoit dans les visages, qu'il rapproche de ceux des prophètes sculptés, un peu plus tôt bien sûr à Dijon par Klaus Luther, le grand sculpteur des ducs de Bourgogne. De même, pardon, c'est une photo en noir et blanc, c'est la plus nette que j'ai pour l'instant. De même, ce Saint-Pierre qui est en collection privée, qui est cohérent stylistiquement avec le panneau précédent, eh bien, pour Sterling, on y voit une maîtrise achevée du paysage, dans la tour en ruine, dans les arbustes à l'arrière-plan, et surtout dans la minutie des architectures. On y voit aussi une allusion à une destination provençale, puisque la façade de l'église que vous voyez à l'arrière-plan est une allusion, et non pas un portrait, une allusion à la façade de Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, la cathédrale Saint-Sauveur. Et j'ajouterai, pour compléter Sterling, que, à mon avis, les colonnettes surmontées de chapiteaux qu'on voit au premier plan et qui décorent la loggia dans laquelle est Saint-Pierre sont ceux qui ornent effectivement la nef de Saint-Sauveur à Aix-en-Provence et qui étaient déjà cités par Barthélemy d'Eck dans sa fameuse Annonciation d'Aix. Alors, il faut dire que cette audace dans la chaîne déductive de Sterling a assez peu convaincu ses pairs, a davantage éveillé la méfiance que l'adhésion, parce que effectivement, dans cet article fondateur de 73, sa rhétorique est un peu tortueuse. Cela dit, il avait quand même convaincu Michel Laclotte, qui avait proposé de rajouter à ce corpus une très belle Mater Dolorosa qui est conservée à Rome et qui est également fragmentaire. Je conclurai en disant que 2 découvertes récentes donnent de nouveaux éléments qui, à mes yeux, confirment par des voies plus traditionnelles, plus tangibles, le raisonnement de Sterling. Voici un triptyque factice. Je dis factice parce qu'il s'agit en fait de 3 volets de retable qui ont été joints pour former au XIXe siècle un triptyque. Et ce triptyque correspond parfaitement à la description exceptionnellement précise donnée dans un préfet passé en 1499, destiné à obliger Grassi, vous vous souvenez, l'ancien voisin qui a repris le fonds d'atelier, à terminer le retable de Changenay.
Alors, cette découverte n'est pas mon fait, elle est celle de collègues suisses, Frédéric Elsig et Carmen Decout-Dorescu, qui ont vraiment de manière pertinente associé ce triptyque à ce document, puisque la séquence iconographique, et je vous passe les détails, et un certain nombre d'autres éléments sont très convaincants. On sait notamment, grâce à ce préfet, que Changenay avait commencé à peindre les revers. Alors voilà des photos qu'on a prises hier de ces revers. Vous voyez un saint Bénigne qui est le saint patron de Dijon, ici représenté avec les instruments de son martyre, notamment ces impressionnantes haleines sous les ongles. Et je n'ai pas résisté à cette petite comparaison très dans l'esprit de Sterling, puisque le cadrage est extrêmement précis, entre un des prophètes, Isaïe au centre du panneau du Louvre, et ce Bénigne où l'on voit un certain nombre de rapprochements stylistiques possibles dans le traitement du visage, notamment dans ce nez raccourci, aux narines un peu courtes, la bouche entrouverte, aux dents apparentes. Plus largement, lorsqu'on voit l'œuvre en entier, ce canon très, très imposant, ce dessin très développé des drapés, je ne peux pas aller plus loin, mais colle tout à fait, en plus d'un certain nombre de caractéristiques techniques, avec le corpus de Sterling. Dans nos propres recherches récentes, on a retrouvé un autre document, enfin plutôt le témoignage d'un document, d'un érudit arlésien, qui cite un de ses prédécesseurs qui avait relevé une inscription visible sur le maître-autel de l'église des Dominicains d'Arles avant sa destruction. Je vous traduis rapidement en français. Il fut réalisé par, on voit que ce retable fut peint par moi, Jean de Bourgogne, peintre, en l'an 1484, terminé le 1er mai. Jean de Bourgogne, c'est ainsi qu'on appelait Jean Changenay, surtout dans les documents les plus proches des années 1480, donc celle de son arrivée. Or, en fait, le fragment des trois prophètes, ah oui, on dit aussi représentant la famille Gessé, le fragment des trois prophètes vient effectivement d'Arles. Et là, pour le coup, c'est une autre catégorie de documentation dont mes collègues ont davantage parlé, la documentation de musée, puisque c'est celle-ci qui nous permet de connaître cette provenance. Le phylactère déployé par Isaïe montre cette prophétie qui est traditionnellement associée à l'arbre de Jessé. Alors, pour conclure, je dirais simplement que là commence une nouvelle étape dans cette enquête, davantage matériel, puisqu'il s'agit de revenir à cet objet, à sa biographie d'objet, comme a dit Stéphane Berger, comme on dit maintenant, pour voir dans quelle mesure est-ce que les stigmates qu'on peut y lire nous informent sur la possibilité d'y voir l'élément d'un très grand retable de maître-autel qui représentait l'arbre de Jessé. Pour la Provence, on a la chance d'avoir des documents. Il s'agit donc de toujours y revenir parce qu'à chaque époque et selon chaque nouveau questionnement, eh bien, ces documents peuvent nous apporter des nouvelles réponses. C'est quand même très impressionnant que Sterling ait réussi par son cheminement à associer ce corpus de texte à ses œuvres. Et je ne peux que conclure en vous recommandant d'aller voir ce très beau panneau dans les salles lorsqu'on pourra à nouveau y accéder. Je vous remercie.